Vous êtes-vous déjà imaginé ce que cela fait de vivre pendant 2 décennies avec un vide dans la poitrine, un trou inexplicable, et puis, un jour, de voir quelque chose sur Internet qui bouleverse votre monde de fond en comble? Et si ce quelque chose devenait la preuve vivante que ce que vous aviez toujours redouté n'était peut-être jamais arrivé? Bienvenue sur la chaîne Lumière du Savoir où nous racontons les récits les plus émouvants et captivants, ceux qui touchent votre cœur. Prenez une grande inspiration, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de l'amour, de l'espoir et des miracles de la vie. Vous êtes-vous déjà imaginé dans la peau d'une mère à qui on a arraché ses filles, et qui n'a plus jamais trouvé la paix depuis? C'est ainsi que cette histoire commence, par un cri étouffé, une absence inexpliquée, et une vérité révélée, 21 ans plus tard. Et que découvre cette mère? Ce qu'elle apprend laisse sans voix. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne Lumière du Savoir, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir. Maintenant, ouvrez grand les oreilles. L'histoire commence en 2002, dans une petite ville tranquille de la région de Provence. Une mère de 32 ans, nommée Élodie, y a vécu toute sa vie. C'était une femme simple, au cœur généreux. Son plus grand trésor était sa famille, son mari Julio et ses filles jumelles, Anne-Claire et Isabella. 2 petites filles qui semblaient être des anges quand elles souriaient. Cette année-là, elles avaient 10 ans. Toujours ensemble, elles jouaient dans la cour, chantaient les chansons apprises à l'école et faisaient résonner la maison de vie. Élodie disait qu'elles étaient la moitié de son cœur incarné. Mais un jour apparemment ordinaire, un drame inexplicable survint, bouleversant tout. C'était un soir de juin pluvieux. Julio était parti réparer la voiture au garage. Élodie était restée seule avec les filles. Après le déjeuner, elle leur demanda d'aller chercher du pain frais à la boulangerie du coin. La boulangerie n'était qu'à 3 pâtés de maison. Un trajet qu'elles avaient fait de nombreuses fois ensemble. Élodie les regarda partir, main dans la main, vêtues de leurs petites vestes jaunes. Elle sourit en voyant leurs tresses, celles qu'elle avait faites elle-même ce matin-là, balancer au rythme de leurs pas. Mais ce fut la dernière fois qu'elle vit ses filles. Les heures passaient, et les fillettes ne revenaient pas inquiètes. Élodie se rendit à la boulangerie. Monsieur Olivier Martin, le boulanger, jura ne pas les avoir vues ce jour-là. Elle courut ensuite au supermarché, à l'école, chez les voisins. Personne ne les avait vues. À 18 heures, Élodie appela Julio en larmes. La police fut aussitôt prévenue. Les recherches les plus désespérées de sa vie commencèrent. Toute la communauté s'unit. Chiens pisteurs, hélicoptères, affiches dans toute la ville et même dans les communes voisines. L'affaire passa à la télévision, mais aucune piste, aucun témoignage fiable. À l'époque, il n'y avait pas encore de caméras de surveillance pour aider. Les fillettes semblaient s'être volatilisées. Le temps passait, cruel et implacable, entraînant doutes, rumeurs, accusations. Même Julio se referma sur lui-même. 6 ans après la disparition, il demanda le divorce. Il déclara qu'il ne supportait plus de vivre dans une maison emplie de souvenirs qui faisaient trop mal. Élodie resta seule, et ne fut plus jamais la même. Pendant 21 ans, elle regarda chaque jour les vieilles photos, se rendit dans les foires, les écoles, les foyers d'enfants créa de faux profils sur les réseaux sociaux sous différents noms, à la recherche du moindre indice, d'un visage familier. Elle vécut des moments de désespoir, de foi, et d'abandon, mais le cœur d'une mère ne renonce jamais. Et un soir de 2023, alors qu'elle passait une énième nuit solitaire, quelque chose d'absolument incroyable se produisit. Assise dans son lit, elle regardait des vidéos courtes sur son téléphone. Elle s'était abonnée à plusieurs comptes dédiés à la recherche de personnes disparues. Soudain, une vidéo apparut dans son fil. Une simple vidéo amateur, sans sous-titres, filmée lors d'un festival de musique en Alsace. On y voyait 2 jeunes femmes chantant sur une place, au milieu de la foule. Et là, le cœur d'Élodie s'arrêta. Ces 2 jeunes femmes étaient identiques. Blondes, aux yeux bleus. Elles chantaient ensemble, se regardant avec une complicité évidente. Elles étaient le miroir l'une de l'autre. Le sourire, la forme du visage,
la manière dont l'une d'elles touchait ses cheveux. Quelque chose hurla en Élodie, ce sont elles. Ce sont mes filles. Mais comment était-ce possible? Les jumelles avaient disparu au Marseille. Comment pouvaient-elles se retrouver en Europe? Et pourquoi chantait-elle en public comme si rien ne s'était passé? Élodie tremblait, elle regarda la vidéo des dizaines de fois, mit sur pause, compara avec les vieilles photos. Aucun doute. Chaque cellule de son corps criait, ce sont Anne-Claire et Isabella. Elle ne dormit pas de la nuit, chercha l'origine de la vidéo, examina le profil de la personne qui l'avait publiée, lut les commentaires et trouva un indice. Un internaute avait mentionné un compte Instagram, Twin Voices Music. Élodie cliqua. Elle découvrit le profil de deux jeunes artistes qui se produisaient dans les rues d'Europe, surtout en Alsace et en Suisse romande. Elle parlait couramment anglais, répondait gentiment aux commentaires, publiait des vidéos joyeuses, chantait, partageait leur quotidien. Mais aucune mention du Marseille, de leur enfance ou de leur famille. Aucune photo d'elle avant l'âge de 12 ans, comme si leur vie n'avait commencé qu'à mi-parcours. Le cœur d'Élodie battait à tout rompre. Elle ne savait que faire. Était-ce vraiment ses filles ou un cruel mirage? Elle devait en être certaine, et elle était prête à tout pour découvrir la vérité. Élodie avait du mal à respirer. Ses mains tremblaient, ses yeux brûlaient, son cœur battait la chamade. Ces jeunes femmes dans la vidéo, tout en elles criaient, « Mes filles ». Mais en même temps, tout semblait lointain, étranger. Le compte s'appelait Twin Voices Music. Il indiquait que les filles vivaient en Alsace et faisaient des tournées dans plusieurs villes d'Europe. Elles avaient environ 31 ans. Exactement l'âge qu'auraient aujourd'hui Anne-Claire et Isabella. Mais comment les filles disparues au Marseille s'étaient-elles retrouvées à chanter sur les places d'Europe? Et surtout, pourquoi semblaient-elles ne pas se souvenir de leurs origines ou cacher quelque chose? Élodie passa des jours et des nuits à tout analyser, à sauvegarder chaque image, chaque vidéo, chaque commentaire. Elle observait leur manière de parler, leurs gestes, les détails de leur visage et de leur peau. C'est alors qu'elle remarqua un détail qui faillit lui arrêter le cœur. Dans l'une des vidéos, la jeune fille qui semblait être Isabelle portait une chaîne en or avec un pendentif en forme de cœur. C'était le même pendentif qu'Élodie lui avait offert pour son 10e anniversaire. Il était là, autour de son cou. 21 ans plus tard, Élodie s'effondra au sol, en sanglots comme une enfant. Elle en était désormais certaine, et savait qu'elle devait agir. Mais comment faire, elle, une simple femme d'une région reculée du Marseille, ne parlant aucune langue étrangère et n'ayant pas les moyens de voyager si loin? Alors, elle décida d'écrire à la page. Elle envoya un message privé en portugais. « Bonjour, j'ai vu votre vidéo sur Internet. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. Cela peut paraître étrange, mais je crois que je suis votre mère. » Elle passa des heures les yeux rivés à l'écran. Pas de réponse. 2 jours passèrent. Puis une semaine. Toujours rien. Élodie commença à désespérer. Elle écrivit de nouveau, cette fois en anglais simple avec l'aide d'un traducteur en ligne. « Je pense que je suis ta mère. S'il te plaît, parle-moi. Je viens du Marseille. Je m'appelle Élodie. » Rien. Elle laissa des commentaires sous les vidéos. Elle identifia le compte. Elle appelait à l'attention. Mais le compte fut bloqué, rendu privé. Ce mot l'atteignit comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ne comprenait pas, était-ce vraiment ses filles? Pourquoi ce rejet si brutal? Ou bien quelqu'un d'autre contrôlait-il tout cela? Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. 2 jours après le blocage, un nouveau compte mystérieux apparut, sans photo, sans abonnés, sans description. Ce compte envoya un seul message. « Arrête de les chercher. Elles ne savent pas qui elles sont. Si tu continues, tu pourrais leur faire du mal. » Élodie sentit le monde vaciller autour d'elle. Qui était cette personne? Comment connaissait-elle l'histoire? Et pourquoi voulait-elle cacher la vérité? Les souvenirs refaisaient surface dans son esprit,
des images floues du jour de la disparition. Et soudain, une mémoire oubliée ressurgit avec violence. Elle se rappela cette voiture noire, garée discrètement à l'angle de la rue ce jour-là. Elle n'y avait pas prêté attention auparavant, mais désormais, tout prenait sens. Elle fouilla les anciens dossiers de la police, demanda l'accès aux témoignages de l'époque, relut tout. Et dans l'un des rapports, un témoin affirmait avoir vu 2 jeunes filles monter dans une voiture noire immatriculée à Sao Paulo. Mais ce témoignage avait été écarté, jugé confus et sans preuve. Élodie se rendit au commissariat pour demander la réouverture de l'enquête. On l'ignora. On lui répondit que 21 ans s'étaient écoulés, que l'affaire était classée, qu'on ne pouvait rien faire. Mais elle n'abandonna pas. Elle fit une vidéo. Elle y raconta son histoire, montra des photos de ses filles, des vidéos trouvées sur Internet, le bracelet, le message anonyme. Elle publia le tout sur des groupes, des forums, des pages sur les disparitions. Et soudain, un phénomène inattendu se produisit, la vidéo devint virale. Des milliers de personnes laissèrent des commentaires de soutien. Certains disaient, ce sont les mêmes filles, d'autres, impossible de nier la ressemblance. Des gens du monde entier se mirent à enquêter. Des internautes des Alsace, du Marseille, des États-Unis recoupaient les informations, comparaient les photos, tentaient de retrouver les filles en personne. Et au milieu de toute cette agitation, Élodie reçut un nouveau message, totalement inattendu. Il venait d'une femme nommée Claire, habitante de Munich. « Bonjour, je m'appelle Claire. J'ai vu ta vidéo. Je connais ces filles. Elles chantent souvent sur la place à côté de chez moi. Un jour, je leur ai parlé, et elles m'ont dit qu'une Autrichienne nommée Marguerite les avait adoptées à l'âge de 12 ans, mais qu'elles ne savaient rien de leur passé. Chaque fois que j'évoque le sujet, elles changent de conversation. Un jour, j'ai vu Isabelle pleurer seule après une chanson. J'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Élodie répondit immédiatement, supplia Claire de l'aider. Claire promit d'essayer de parler aux filles et elle tint parole. Elle retourna sur la place, attendit la fin du spectacle et s'approcha d'elle avec un cadeau, 2 petits pains sucrés à la goyave et à la noix de coco, une recette brésilienne. Lorsque Claire leur tendit les petits pains, elle vit les 2 jeunes filles se regarder, comme figées. Anne-Claire porta le pain à son nez, le renifla et se mit à pleurer. « Pourquoi ça me rappelle quelque chose ?» murmura-t-elle. Isabella lui prit la main. « Moi aussi, j'ai eu un souvenir, mais je ne sais plus lequel. » Alors Claire dit doucement, « Il y a une femme au Marseille qui dit être ta mère. Tu as disparu il y a 21 ans. Elle ne t'a jamais cessé de te chercher. Elle t'a vu dans une vidéo et t'a reconnu immédiatement. » Les filles restèrent silencieuses, les yeux embués de larmes, puis partirent sans un mot. Le lendemain, Claire reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix de femme, froide, dit « Cesse de te mêler de ceux qui ne te regardent pas ». L'histoire semblait terminée depuis longtemps, mais Claire ne s'arrêta pas. Chaque jour, elle retournait sur la place avec les lettres d'Élodie, traduites en allemand. Et puis, un matin pluvieux, quelque chose changea tout. Les jeunes filles étaient là, mais cette fois, leurs yeux fixaient Claire. L'une d'elles tenait une lettre à la main. Elles s'approchèrent. Isabella demanda, « Peux-tu nous mettre en contact avec cette femme ?» Claire sourit. Elle avait attendu ce moment pendant 21 ans. Le soir même, Élodie reçut un appel vidéo. « Tu es prête ?» demanda Théon. Derrière l'écran, 2 jeunes femmes nerveuses, les yeux brillants de larmes. En les voyant, Élodie ne put retenir ses sanglots. Les filles la fixaient. Un silence tomba. Puis Anne-Claire demanda, « As-tu une cicatrice à l'épaule ?» Tremblante, Élodie écarta son chemisier. « Une cicatrice que j'ai depuis mes 5 ans. » Les filles éclatèrent en larmes. L'une d'elles murmura, « Mon Dieu, c'est toi ? Je me souviens de toi dans mes rêves. » Élodie s'effondra en larmes. Après 21 ans, elle regardait ses filles dans les yeux. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Sur l'écran du téléphone, 3 visages en pleurs tentaient de se reconnaître après 2 décennies de séparation.
Élodie pouvait à peine parler. Les mots se mélangeaient aux larmes coincées dans sa gorge. Anne-Claire et Isabella tremblaient, comme si le vide qu'elles portaient depuis l'enfance venait enfin d'être comblé par ce qui avait toujours été là, mais leur avait été cruellement arraché. « Vous êtes mes filles » murmura Élodie en se couvrant la bouche. « Je me souviens de l'odeur de tes cheveux » dit Isabella en regardant le visage de sa mère, « et du son de ta voix quand tu nous chantais des berceuses. » Anne-Claire hocha la tête en pleurant. « Et l'histoire de l'étoile qui ne dort jamais, tu nous la racontais toujours. » Élodie s'effondra. C'était le mot de passe. L'histoire de l'étoile était son invention, récitée chaque nuit. Une étoile qui veille pour protéger les enfants. Personne d'autre ne pouvait savoir cela. C'était vrai. C'étaient bien ses filles. Mais ces retrouvailles tant attendues soulevaient encore de nombreuses questions. Comment avait-elle été enlevée? Qui était Marguerite Dumont? Pourquoi disaient-elles avoir été adoptées à 12 ans, alors qu'elles avaient disparu à 10? Et pourquoi n'avaient-elles aucun souvenir avant cela? Élodie comprit qu'elle devait les voir en personne. Un écran ne suffisait pas. Elle devait les serrer dans ses bras. Elle se lança alors dans le plus difficile des combats, réunir les fonds pour un voyage en Alsace. Elle lança une collecte en ligne. Son histoire avait déjà ému des milliers de personnes, et la réponse fut immédiate. En moins de 10 jours, Élodie avait ses billets, son visa, et le cœur battant à tout rompre. À l'aéroport, elle avait l'impression de rencontrer le passé, le présent et l'avenir en même temps. Elle portait une simple valise et une enveloppe contenant de vieilles photos, des dessins de ses filles, et une petite poupée de chiffon qui leur appartenait à toutes les deux. À son arrivée à Munich, Claire l'attendait pour l'emmener dans un petit café où les filles l'attendaient déjà. Élodie entra. Elles étaient là, nerveuses. En la voyant, elles se levèrent lentement, comme si elles n'y croyaient pas. Isabella fit le premier pas, suivie d'Anne-Claire. Élodie ouvrit les bras. Elles se jetèrent sur elle. L'étreinte dura plusieurs minutes. 3 vies brisées tentaient de se reconstruire. Autour, des inconnus pleuraient, sans savoir pourquoi, mais avec le sentiment d'être témoins de quelque chose d'immense. Après les retrouvailles, un long silence s'installa. Personne ne savait par où commencer, jusqu'à ce qu'Anne-Claire demande « Pourquoi tu ne nous as pas cherchés ?» Les yeux d'Élodie s'agrandirent. Elle ressentit un coup de poignard en plein cœur. « Je ne me suis jamais arrêtée. Pas un seul jour. » Puis elle raconta tout, comment elle avait perdu son emploi, accepté un poste dans un restaurant. Comment elle s'était absentée 10 minutes et tout avait changé. Comment on l'avait ignorée, jugée. Comment son mari l'avait quittée et même les voisins l'accusaient d'avoir vendu ses filles. Isabella pâlit. On nous a toujours dit que tu nous avais abandonnés. Marguerite Dumont disait que notre mère ne nous voulait pas, qu'on avait été laissés dans un foyer d'enfants en Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand? Élodie resta figée. Mais tu as disparu au Marseille? Oui, mais Marguerite Dumont nous a prises à le foyer d'enfants de Clermont-Ferrand. Mais nous ne nous souvenons de cela qu'à partir de nos 12 ans. Avant, tout est flou, effacé. Une ombre glaciale traversa Élodie. C'est impossible. Tu as disparu au Marseille? J'ai des preuves. En 2002, la police a enquêté. C'était dans les journaux. Comment es-tu arrivé en Clermont-Ferrand? Les filles se regardèrent, perplexes. Marguerite Dumont a toujours été très stricte, autoritaire. Elle ne nous permettait pas d'avoir de téléphone portable. L'accès à Internet n'a été autorisé qu'à nos 18 ans, et encore, avec de nombreuses restrictions. Alors Élodie prit une enveloppe et commença à sortir des photos. Le silence s'installa. Chaque image ravivait une mémoire enfouie, une sensation oubliée depuis longtemps. C'est le parc où nous jouions, dit Isabella. Cette poupée était à moi, dit Anne-Claire, prenant la poupée sur les genoux de sa mère. Elles éclatèrent en sanglots. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était la douleur du temps volé, des mensonges racontés, de l'enfance dérobée. Puis Élodie demanda. Qui est cette femme?
Où est-elle aujourd'hui? Les jumelles répondirent que Marguerite Dumont avait été placée dans une clinique privée en Suisse romande. Elle avait 74 ans. Un an plus tôt, elle avait subi un AVC, perdant partiellement l'usage de la parole. Élodie demanda à la voir. Elle devait affronter la femme qui lui avait enlevé ses filles. Mais les filles hésitaient. Tu crois qu'elle nous a enlevés? Je ne pense pas. Mais si j'ai raison, il y a d'autres vérités que tu dois découvrir. Dans les jours qui suivirent, Élodie resta avec Claire et passa de longues heures avec ses filles. Elle découvrit leur quotidien, les instruments qu'elles utilisaient sur scène, leur carnet de chansons. Beaucoup de textes évoquaient un vide sans nom, un lieu effacé, une maison oubliée. C'est notre âme qui essaie de se souvenir, murmura Élodie, émue. Puis arriva le jour de la visite à la clinique. Élodie était déterminée. Elle s'habilla élégamment, une lettre à la main, accompagnée d'Anne-Claire et Isabella. La clinique était luxueuse, un château moderne entouré de jardins en fleurs, où le silence semblait crier. Marguerite Dumont était assise sur un fauteuil, le regard perdu. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés, mais ses yeux étaient éteints. Les filles la saluèrent poliment. Élodie resta en retrait, puis s'approcha, se planta devant elle. Je suis Élodie, la mère des filles que tu m'as enlevées il y a 21 ans. Les yeux de Marguerite Dumont s'animèrent. Un léger tremblement passa sur ses lèvres. Élodie sortit de sa poche une photo des jumelles petites, tenant une poupée en tissu. Tu me les as prises. Elles étaient encore des enfants. Marguerite Dumont regarda la photo. Elle se mit à pleurer, sans dire un mot. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? Cria Élodie à travers ses larmes. Des infirmières intervinrent. La visite était terminée. Mais à la sortie de la clinique, un employé s'approcha discrètement. Madame Élodie, je m'occupe de Madame Marguerite Dumont depuis 2 ans. Il y a quelque chose que vous devriez voir. Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un journal intime. Sur la première page, écrite d'une main ferme. Ce que j'ai fait en 2002 me condamnera à jamais. Élodie, Anne-Claire et Isabella se regardèrent. C'était le début de la vérité. Mais que contenait encore ce journal? Ce qu'Élodie allait découvrir allait bouleverser non seulement sa propre histoire, mais aussi le destin de ses filles à jamais. Le silence dans la voiture était lourd, chaque respiration semblait peser une tonne. Élodie, les mains tremblantes, tenait le journal de Marguerite. Ses filles la fixaient, partagées entre inquiétude et terreur. La première phrase était déjà un choc. Ce que j'ai fait en 2002 me condamnera à jamais. Arrivées au petit appartement de Claire, elles s'installèrent dans le salon. Élodie prit une grande inspiration. J'ai ouvert la 2e page. Je les ai vues pour la première fois dans un café de Rio de Janeiro. Elles étaient seules. Leur mère s'était éloignée. Et là, le mal a trouvé un instant pour agir. Élodie se couvrit la bouche de la main. Les larmes coulèrent. C'était vrai. Marguerite Dumont avait pris le contrôle. Elle était là. Elle les avait vus. Elle les avait enlevés. Je les ai observés pendant plusieurs jours. J'ai appris leur routine, la légèreté de leur mère. J'étais obsédé. Quelque chose en moi disait que ces filles devaient être les miennes. Isabella et Anne-Claire étaient bouleversées. Ce soir-là, je les ai suivies jusqu'à leur immeuble. J'ai attendu que leur mère sorte. Et là, en quelques minutes, je les ai prises. Une voiture m'attendait. Tout s'est passé vite, en silence. Elles dormaient. J'avais mis quelque chose dans leur boisson au parc. Quand je les ai prises, elles n'ont pas crié, ne se sont pas réveillées. C'était un crime parfait. Du moins, c'est ce que je croyais. Élodie tremblait. Une douleur insoutenable. En Clermont-Ferrand, j'ai falsifié des documents, déclaré qu'elles étaient orphelines, utilisé de vieux contacts. Quand elles se sont réveillées, je leur ai dit qu'elles avaient été abandonnées, qu'elles étaient en sécurité.
Elles ont pleuré pendant des jours, puis ont fini par accepter. Ou s'habituer. Je leur ai dit que leur mère ne les voulait pas, qu'elles étaient oubliées. Anne-Claire soupira. Je pensais leur offrir une meilleure vie. Je me mentais à moi-même. J'ai détruit une famille. La fierté et la folie m'ont aveuglé. Je les ai élevées avec sévérité, coupées du monde. Et plus elles grandissaient, plus elles me détestaient, sans comprendre pourquoi. Élodie referma un instant le journal. Je ne peux pas continuer. Isabella lui prit la main. Maman, on peut lire avec toi. Nous sommes fortes. Il faut savoir. Et elles continuèrent ensemble, page après page. Dans les pages suivantes, Marguerite Dumont confessait sa culpabilité. Elle parlait de la peur constante d'être découverte, comment elle évitait les réseaux sociaux, changeait de ville, de nom, falsifiait même les dates de naissance pour brouiller les pistes. On me demandait pourquoi nous nous ressemblions autant, pourquoi nous n'avions aucun souvenir d'enfance. Je répondais que c'était à cause d'un traumatisme, qu'elles étaient jumelles par hasard, et que leurs parents avaient disparu. Élodie pleurait et souriait à la fois. À chaque page, un morceau d'âme se reconstruisait. Mais une révélation inattendue surgit. En 2011, un homme est apparu. Il disait me connaître, savoir pour les filles. Il affirmait avoir participé à leur enlèvement. Il m'a menacé, réclamé de l'argent pour garder le silence. Il a dit que si j'avais pu les prendre, c'est parce qu'il avait effacé les enregistrements des caméras de surveillance de l'immeuble. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. Attends, les caméras. Toute ma vie, la police m'a dit qu'il n'y avait aucune caméra dans cet immeuble. C'était une de mes plus grandes frustrations. Le journal continuait. J'ai payé cet homme, mais il m'a laissé une copie des enregistrements comme mesure de précaution. Il a dit que si jamais je venais à être démasqué, je pourrais m'en servir pour me défendre ou négocier. Les enregistrements montraient tout, l'instant précis, la voiture, la plaque. Élodie faillit tomber de sa chaise. Cela pouvait être la preuve définitive. Tu crois que cette copie existe encore? Demanda Anne-Claire. Élodie hocha la tête. Si Marguerite Dumont l'avait gardée, elle devait être avec ses affaires ou à la clinique. Le lendemain matin, Élodie et ses filles retournèrent à la clinique. Cette fois-ci, elles avaient une autorisation signée par Isabelle et Anne-Claire, désormais reconnues officiellement comme ses filles légitimes grâce à des documents émis en Alsace. Le directeur de la clinique les accueillit avec respect. Marguerite Dumont avait ici un coffre personnel. Depuis son arrivée, je n'ai autorisé personne à y toucher. Vu son état, le coffre est scellé, mais avec l'autorisation de vos filles, vous pouvez y accéder. Le cœur d'Élodie s'emballa. On les conduisit dans une pièce à part. Le coffre intégré dans le mur était argenté et verrouillé par un code, mais Marguerite Dumont avait laissé des instructions en cas d'urgence. Le mot de passe se trouvait dans son dossier médical. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, une petite boîte en bois. Élodie l'ouvrit avec précaution. Elle contenait une cassette marquée Rio de Janeiro, 2002, 2 faux passeports, des photos des fillettes endormies dans une voiture, et au fond, une lettre cachetée avec son nom, Élodie. Elle sentit ses jambes se dérober. Elle m'a écrit, lut-elle à voix haute. En ouvrant la lettre, elle reconnut l'écriture du journal. Les mots étaient douloureusement sincères. Élodie, si tu lis ceci, cela signifie que la vérité a éclaté. Je ne demande pas pardon, car je sais que je ne le mérite pas. Je te demande seulement de prendre soin d'elles, de réparer ce que j'ai détruit, de leur montrer qui tu es vraiment. La mère la plus forte du monde. J'ai été faible, folle, égoïste, mais jamais je n'ai cessé de les considérer comme mes filles, même si je n'en avais pas le droit. Élodie éclata en sanglots. Les jumelles l'enlacèrent. À cet instant, une nouvelle étape commençait. Elles avaient des réponses, des preuves, et pour la première fois, un moyen de reconstruire ce qui avait été perdu. Quelques jours plus tard, la cassette fut numérisée. Le contenu était accablant.
On voyait clairement Marguerite Dumont sortir d'un bâtiment avec 2 petites dans les bras et monter dans une voiture noire. La plaque était partiellement visible. Un homme l'aidait à fermer la porte. C'était celui décrit dans le journal. Élodie remit la vidéo à la police. Une enquête internationale fut officiellement ouverte. L'affaire fut relancée. Les journaux du Marseille et d'Europe titraient. Une mère retrouve ses jumelles 21 ans après leur disparition. Le mystère révélé par une vidéo diffusée sur Internet. Le retentissement fut immense. Élodie reçut des invitations à des interviews, documentaires et émissions télé, mais elle refusa presque toutes. Je ne cherche pas la gloire. Je veux juste du temps avec mes filles. Isabelle et Anne-Claire, âgées désormais de 31 ans, décidèrent de passer quelques mois au Marseille. Elles voulaient découvrir le pays de leur naissance, la rue où elles avaient grandi, la cour de leur maison. En arrivant dans leur ancienne rue, Élodie peinait à contenir ses émotions. Il y avait des fantômes du passé, mais aussi une lumière nouvelle. Dans la maison de leur enfance, elles retrouvèrent de vieux voisins en larmes. Tu avais disparu, on croyait ne plus jamais te revoir. Ta mère n'a jamais abandonné. Élodie leva les yeux au ciel. Une étoile brillait, celle de l'histoire qu'elle racontait autrefois à ses filles. L'étoile qui ne dormait jamais. Peut-être avait-elle veillé sur elle jusqu'à leur réunion. Mais des questions demeuraient, qui était cet homme qui avait aidé Marguerite Dumont? Comment avait-il effacé les enregistrements? Et pourquoi, après tant d'années, la vidéo était-elle réapparue au moment exact où elles en avaient besoin? La réponse arriva bientôt, bouleversant tout ce qu'Élodie et ses filles croyaient savoir. Après la remise de la vidéo à la police, l'affaire des jumelles disparues en 2002 devint une actualité internationale. Émissions télé, chaînes internet et documentaires se disputaient le droit de raconter cette histoire. Mais Élodie ignorait qu'on les surveillait. Quelqu'un ne voulait pas que toute la vérité éclate. De l'autre côté de l'océan, dans un coin tranquille de Clermont-Ferrand, un homme aux cheveux gris, assis devant un ordinateur, vit son visage sur les pages d'un journal. L'homme de la vidéo VHS, c'était lui. Son véritable nom, Valentin Dorvalo. Ancien employé d'un consulat européen, il avait accès à des systèmes lui permettant de supprimer des vidéos de surveillance et de créer de fausses identités. Il n'avait pas prévu que Marguerite Dumont conserve une copie. Valentin resta silencieux des heures durant, puis ouvrit un dossier secret. À l'intérieur, des dizaines de documents, de fausses identités, et une surprise, des photos d'autres enfants. Oui, Marguerite Dumont n'était pas la seule à séparer des enfants de leur famille. Valentin était un maillon clé dans plusieurs adoptions illégales à travers l'Europe au début des années 2000. Mais avec Élodie, quelque chose avait mal tourné. Les jumelles réapparurent, et cette fois, le monde entier observait. Pendant ce temps, au Marseille, Élodie reçut un appel anonyme. Bonjour. Tu dois connaître la vérité sur la vidéo. Marguerite Dumont n'avait pas tout planifié seule. Je l'ai aidée. Mais il y a des choses qu'elle-même ignorait, des choses que même Anna ne savait pas, et tu dois les entendre. Élodie resta sans voix. La voix était grave, assurée, masculine, avec un accent étranger. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle. Je m'appelle Adrien. J'étais chauffeur et intermédiaire. Je transportais des enfants d'un pays à l'autre. Mais avec tes filles, quelque chose m'a touché. Elles pleuraient, répétaient le nom de leur mère. L'une d'elles chantait avant de dormir la même chanson qu'on entend dans la vidéo sur Internet. Élodie toussa. Brille, brille, petite étoile. Oui, je ne l'ai jamais oublié. J'ai essayé de revenir, mais c'était trop tard. Maintenant, je veux t'aider. Marguerite Dumont a aussi été trompée. L'adoption de tes filles n'était pas qu'une obsession. Elles ont été vendues, il y avait de l'argent. Un homme riche, lié à Valentin Dorvala, avait commandé des jumelles avec des caractéristiques spécifiques, blanches, aux yeux bleus, blondes. Élodie s'assit par terre. Non, non, mes filles n'ont pas été vendues.
Marguerite Dumont a empêché l'accouchement d'avoir lieu dans une clinique, elle s'est enfuie avec elle et s'est cachée. L'homme est entré dans une rage folle et a commencé à la traquer, c'est pourquoi elle déménageait sans cesse. C'est ainsi que tu as disparu des radars. La révélation était bouleversante. Ce qui semblait être une obsession personnelle d'une femme instable faisait en réalité partie d'un réseau international bien plus vaste de trafic d'enfants. Qui était l'acheteur ? Demanda Élodie. Adrien Moreau hésita. Un homme d'affaires influe. Il est malade maintenant. Peu de gens connaissent cette histoire, mais je peux la prouver. J'ai des contrats, des photos, des enregistrements. Si tu veux, on peut se rencontrer. Mais à une seule condition. Laquelle ? Demanda Élodie. Amène les filles. Elles ont besoin de connaître la vérité. J'ai été lâche auparavant. Je ne peux plus vivre ainsi. Quelques jours plus tard, Élodie se rendit à Lisbonne, où Adrien Moreau avait organisé une rencontre. C'était dans un café discret. Élodie arriva avec les jumelles. Elles étaient tendues mais décidées. Adrien Moreau avait l'air simple, les cheveux gris, un vieux veston sur le dos. Il tenait une mallette usée. Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile. Il posa la mallette sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, des copies de contrats illégaux d'adoption avec le nom de Valentin Dorvala, un dossier contenant des photos d'enfants séparés de leur famille, et parmi eux, un contrat avec une photo d'Isabelle et Anne-Claire, datant de 2002. Prix, 50 000 €. Élodie porta la main à sa bouche. Les filles étaient sous le choc. Adrien Moreau explique. Marguerite Dumont devait vous livrer à un homme appelé Dorian Dragic, un multimillionnaire excentrique qui rêvait de créer des jumelles parfaites. Mais à la dernière minute, elle a changé d'avis et s'est enfuie. Elle nous a sauvés ? Chuchota Anne-Claire. Oui. Malgré ce qu'elle était, elle a empêché quelque chose d'encore pire. Est-ce qu'il est encore en vie ? Demanda Isabelle. Dorian est toujours vivant, mais à l'article de la mort. Certains disent qu'il le sent, ou qu'il a peur. Avec les preuves en main, Élodie transmit tout à la police internationale. Un mandat d'arrêt fut émis contre Valentin Dorvala. Une enquête sur le passé de Dorian fut lancée. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Élodie reçut une lettre, remise par un avocat mystérieux. Elle venait de Dorian lui-même. Les filles que je n'ai jamais connues faisaient partie d'un sombre projet. Mais celui qu'on appelait le monstre était en fait un ange qui les a protégées. Je demande pardon pour tout. Il y a quelques années, j'ai créé un fonds au cas où vous me retrouveriez. Prenez-le comme des excuses. La lettre contenait les coordonnées d'un compte bancaire affichant un solde d'1 million d'euros. Les jumelles restèrent sans voix. Isabelle regarda sa mère. Nous acceptons, dit Élodie. Cela ne compensera jamais ce qui nous a été volé, mais peut-être que cela servira à réparer des vies. Elles utilisèrent l'argent pour créer un fonds au Marseille, le projet Étoile du Nord, destiné à aider les mères ayant perdu ou cherché leurs enfants. Elles aidèrent des dizaines de familles et redonnèrent de l'espoir. Marguerite, toujours internée en clinique, reçut la visite d'Isabelle. Elle la regarda, les larmes aux yeux. « Tu me détestes ?» demanda Anna. « Non, mais je choisis de me souvenir de la femme qui nous a enlevés comme de celle qui, à la fin, nous a rendus. » Marguerite Dumont pleura pour la première fois depuis des mois. Dehors, Anne-Claire retrouva sa sœur. Elles se prirent dans les bras. « Nous avons retrouvé notre mère, notre histoire, et maintenant notre avenir. » Une étoile brillait toujours dans le ciel. Quelques mois passèrent depuis que les jumelles Isabelle et Anne-Claire avaient découvert toute la vérité sur leur disparition, leur fausse adoption, et le réseau criminel derrière tout cela. Le projet Étoile du Nord grandissait rapidement. Des familles du Marseille et d'autres pays commencèrent à contacter le fonds, partageant leurs histoires de douleur, de recherche, et d'espoir. Mais une histoire allait bouleverser à jamais le destin de cette famille. Un soir, Élodie triait les messages reçus via le site du fonds lorsqu'un courriel attira son attention. Objet, urgent. J'ai rencontré vos filles en 2003.
L'expéditrice était une femme nommée Eva Marinković, de Croatie. Bonjour, je m'appelle Eva. Je ne sais pas si vous me croirez, mais en 2003, je vivais dans un foyer d'enfants reculés de Suisse romande. J'étais l'une des filles les plus âgées. Un jour, 2 jumelles brésiliennes sont arrivées. Elles pleuraient beaucoup. L'une d'elles chantait chaque nuit, « Brille, brille, petite étoile » en regardant par la fenêtre. Nous sommes devenus amis. Puis une femme est venue les chercher. Elle était blonde, aux yeux clairs, et semblait nerveuse. Elle a dit qu'elle les sauvait. J'ai gardé cette histoire pendant 20 ans. Mais quand j'ai vu ta vidéo sur YouTube, j'ai su qu'il était temps de parler. Élodie courut dans la chambre de ses filles, désormais adolescentes. Elle leur montra la lettre. Isabelle resta muette. Anne-Claire cacha son visage dans ses mains. Brille, brille, petite étoile, brille là-haut dans le ciel, ajouta Isabelle en regardant sa sœur. C'était vrai. Le lendemain, elles organisèrent un appel vidéo avec Eva. Elle apparut souriante, tenant dans ses bras une vieille poupée. Cette poupée m'a été offerte par l'une des jumelles, dit-elle. Elle disait que je devais m'en souvenir. Qu'il y aurait toujours une étoile qui veillerait sur moi. Élodie pleurait doucement. Ses filles, émues, l'entouraient. Merci d'avoir pris soin d'elle, dit-elle. J'étais une enfant, mais je sentais déjà que quelque chose clochait. Cette foyer d'enfants n'était pas un simple refuge. Les années passèrent, et Élodie découvrit la vérité, des enfants étrangers disparus y apparaissaient régulièrement. C'était un point de transit pour un réseau de traite d'enfants. Ce nouveau rapport alarma les autorités. Le réseau était plus vaste que ce qu'on n'avait jamais imaginé. Le foyer d'enfants avait été fermé en 2005, sans explication officielle. Pendant ce temps, au Marseille, un nouveau rebondissement se produisait. Dans un rare moment de lucidité, Marguerite Dumont appela Élodie, « J'ai caché autre chose. Dans le double fond de mon armoire, il y a une boîte. » « Qu'y a-t-il dedans ?» demanda Élodie. « Des lettres et une photo de la femme qui m'a confié tes filles. » Élodie courut dans la chambre de la clinique où Marguerite Dumont résidait. Avec l'aide d'une infirmière, elle souleva le fond en bois de l'armoire. À l'intérieur, une petite boîte métallique. Dedans, une vieille photo d'une femme à la peau foncée, aux yeux bruns, tenant 2 jumelles sur ses genoux. 5 lettres manuscrites. Un collier avec un pendentif en forme d'étoile. Une lettre était adressée à Élodie. Si tu lis ceci, c'est que la vérité est enfin sortie. Je m'appelle Lucie Torel. On m'avait engagé pour emmener tes filles en Clermont-Ferrand, mais j'ai changé d'avis en route. Marguerite Dumont m'a aidé à disparaître. J'ai confié tes filles en croyant qu'elles seraient en sécurité. Je ne me suis jamais pardonné, mais je ne pouvais pas revenir. Des gens puissants me surveillaient. Je prie chaque jour pour que vous soyez réunis un jour. L'histoire prenait une nouvelle dimension. Une pièce manquante du puzzle venait d'apparaître. Qui était Lucie? Où vivait-elle désormais? Élodie décida de le découvrir. Avec l'aide d'Interpol et d'une fondation Lumière, ils fouillèrent les archives du personnel de l'aéroport en 2002. Après des semaines, ils trouvèrent une piste, Lucie était vivante. Elle vivait sous une fausse identité en Corse du Sud, France. Sans hésiter, Élodie déclara, « On y va. »« Tu es sûre, maman ?» demanda Isabelle. « Oui. Je veux voir le regard de la femme qui t'a enlevé, puis rendu. » Dans un petit village de montagne en Corse du Sud, France, elles retrouvèrent Lucie. Elle avait plus de 60 ans, les cheveux gris, le visage fatigué. Mais lorsqu'elle vit Élodie, ses yeux se remplirent de larmes. « Je n'aurais jamais cru voir ce jour. »« Pourquoi, Lucie ? » ?»« Parce qu'on m'a menacé. On m'a dit, si tu ne remets pas les filles, on tuera ta propre fille. Alors j'ai obéi. Mais en chemin, j'ai désespéré. Confier les filles à Marguerite Dumont était la seule façon de les protéger. Je savais qu'elle n'était pas lucide, mais pas cruelle. Anne-Claire la fixa, « Tu as été complice ?
Oui, et j'ai payé. Je n'ai jamais trouvé la paix. Je n'ai jamais revu ma fille. Isabelle demanda, ta fille? Lucie sortit une photo. Une petite fille aux cheveux bouclés, yeux verts, une tache de naissance sur la joue. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. Cet enfant ressemble à une des filles des archives de le foyer d'enfants en Suisse romande. Lucie trembla. Mon Dieu! Interpol découvrit que la fille de Lucie avait également été enlevée en 2002. Elle avait été adoptée en Alsace. Élodie promit à Lucie de l'aider à la retrouver. De retour au Marseille, l'enquête s'intensifia. Le nom de Dorian Dragic émergea dans les médias, soupçonné de diriger le réseau d'adoptions illégales impliquant des politiciens, des médecins et des douaniers. Mais un événement inattendu secoua le monde, Darian mourut subitement dans son manoir près de Clermont-Ferrand, officiellement d'une crise cardiaque. Pourtant, son testament attira l'attention. Tous mes biens seront légués au projet Étoile du Nord. Mon âme porte des péchés qu'aucune prière n'effacera. Que ma fortune serve au moins à soulager la douleur que j'ai causée. La somme léguée dépassait 25 millions d'euros. Le fonds devint la plus grande organisation d'aide aux enfants disparus en Amérique latine. Mais malgré la gloire, les moyens et la reconnaissance, Élodie, Isabelle et Anne-Claire savaient que rien ne rendrait le temps perdu. Il ne restait qu'à continuer, à sauver d'autres vies et à reconstruire le monde, une vérité à la fois. Élodie regarda ses filles, âgées de 21 ans. « Est-ce que tu souffres encore ?» demanda Anne-Claire. « La douleur sera toujours là, mais aujourd'hui, nous sommes plus fortes qu'elle. » Le projet Étoile du Nord brilla plus que jamais. Grâce au financement de Dorian Dragic, il s'agrandit, venant en aide à des milliers de familles. Mais pour Élodie et ses filles, le chemin n'était pas terminé. La découverte de la fille de Lucie en Alsace leur redonna espoir. Avec l'aide d'Interpol et de contacts européens, Élodie organisa une rencontre avec une jeune femme nommée Léa. Léa avait 21 ans, des yeux verts vifs et un sourire timide cachant une histoire douloureuse. Elle avait grandi dans une famille aimante, mais ressentait un vide inexpliqué, l'écho de souvenirs lointains. La rencontre entre Élodie et Léa fut bouleversante. Léa écouta attentivement toute l'histoire du réseau criminel, l'enlèvement des jumelles, et la lutte acharnée pour les retrouver. « J'ai toujours senti que quelque chose clochait, » dit Léa en larmes. « Je n'ai jamais eu l'impression d'appartenir à cette famille, même si je les aimais. » Élodie la prit dans ses bras, « Désormais, tu as une autre famille. Celle qui se bat pour la vérité. » Isabelle et Anne-Claire, inspirées par le voyage, décidèrent de donner la parole aux victimes de disparition. Elles commencèrent à filmer des vidéos, partageant leur histoire, montrant que l'espoir survit à la douleur. La chaîne YouTube du Fonds grandit rapidement. Des milliers de personnes suivirent le projet Étoile du Nord. Les dernières ramifications du réseau furent démantelées. Élodie savait que le combat pour la justice ne finirait jamais, mais elle était fière. Un soir, mère et fille regardèrent une nouvelle vidéo, un message pour toutes les familles encore en quête de leurs enfants. « N'abandonnez jamais, » dit Élodie. « Parce que la vérité peut être plus proche que vous ne le croyez. » Isabelle ajouta, « Et souvenez-vous, l'espoir est une étoile qui ne s'éteint jamais. » Anne-Claire sourit en prenant la main de sa sœur. Chaque pas, chaque larme en valait la peine. La vidéo se termina sur une étoile scintillante dans le ciel, illuminant le chemin de ceux qui cherchent encore. 21 ans après la disparition des jumelles, la famille s'était reformée. Non seulement par le sang, mais par le courage, l'amour et la volonté de chercher la vérité. Isabelle et Anne-Claire étaient devenues des femmes fortes. Et Élodie avait enfin trouvé la paix tant espérée. L'étoile dans le ciel ne cessa jamais de briller.